de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et au commissaire des Affaires économiques d'être présent dans cette salle Médicis pour participer à l'audition conjointe qui est menée par nos deux commissions avec le président Cédric Perrin pour auditionner Monsieur Jean-Pierre Mustier, président du conseil d'administration d'Atos, et Paul Salé, directeur général d'Atos. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, je vous remercie de votre présence cet après-midi et d'avoir accepté de vous exprimer publiquement devant nos deux commissions. La situation d'Atos nous intéresse au premier chef et nous avons suivi avec une grande attention vos dernières annonces sur les perspectives de refinancement de l'entreprise d'ici la fin juillet. La Commission des affaires économiques est particulièrement soucieuse de l'évolution des grandes entreprises et des grands fleurons industriels français, surtout lorsqu'ils contribuent à notre souveraineté, à accélérer la numérisation de notre économie et de nos services publics, à renforcer notre base industrielle et à créer des emplois dans nos territoires. Depuis désormais plus de 2 mois, nos 4 rapporteurs qui sont face à nous et que je remercie très sincèrement pour le travail approfondi de compréhension et d'analyse de la situation qu'ils ont mené depuis le début de leurs auditions, 2 rapporteurs pour la Commission des affaires économiques, Madame la Présidente Sophie Primas et Monsieur Fabien Gay, 2 rapporteurs pour la Commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Monsieur Thierry Mégnien et Monsieur Jérôme Darras. Donc ce sont 84 personnes que nos rapporteurs ont auditionnées pendant 42 heures d'audition. Donc nous tenons vraiment à saluer la grande disponibilité et la coopération de vos services afin de faciliter notre travail de contrôle parlementaire. Nous sommes conscients des difficultés liées à exercer un tel contrôle à l'égard d'une société cotée dont la forte médiatisation n'est pas toujours facilitatrice, mais vous noterez que nos rapporteurs ont jusqu'à présent été attachés à conserver une grande discrétion sur leurs travaux afin d'établir un climat de travail serein et de confiance. Nos préoccupations n'en restent pas moins légitimes, car Atos n'est pas un groupe comme les autres. C'est l'une des entreprises françaises de services numériques les plus connues au monde, un grand groupe informatique qui compte près de 10 000 salariés en France, comprend plusieurs sites, dont l'usine d'Angers de fabrication des supercalculateurs et qui contribue à de nombreuses activités publiques, parapubliques et souveraines qui participent de la défense des intérêts supérieurs de notre nation. Face à cette situation et au regard de la mobilisation que nous jugeons assez largement insuffisante et tardive de la part du gouvernement, la tribune des parlementaires, publiée le 1er août 2023 sous l'impulsion du président Cédric Perrin, constituant le véritable tournant de la mobilisation politique sur ce dossier, nous cherchons à mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve Atos et les enjeux de sa restructuration afin de contribuer à l'élaboration de solutions crédibles qui bénéficieront à Atos, mais qui permettront également d'améliorer nos politiques publiques de façon durable. Nous bénéficions aujourd'hui d'un tout petit peu de recul face aux solutions mises en place par les groupes Casino et Orpea. Nous regardons avec inquiétude la situation d'autres grands groupes français, à l'instar d'Altis SFR, et nous avons surtout pour objectif de permettre à Atos de demeurer un grand groupe français au service de la souveraineté et de la compétitivité de notre pays. Messieurs, vous l'aurez compris, votre audition est très importante et je ne doute pas que nos rapporteurs et nos collègues auront de très nombreuses questions à vous poser. Et sans plus tarder, je laisse la parole au président Cédric Perrin. Merci Madame la Présidente. Merci Madame et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Nous vous remercions d'abord, évidemment, ça a été dit, mais d'être présent parmi nous cet après-midi. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, vous vous en doutez, suit avec la plus grande attention et parfois avec une certaine inquiétude l'évolution de la situation d'Atos. En effet, certaines activités de votre groupe présentent un intérêt stratégique majeur
en ce qu'elle constitue un maillon de la composante la plus critique de notre défense, et je veux évidemment parler de la dissuasion. Depuis l'arrêt des essais nucléaires en 1996, le développement de nos armements nucléaires repose très largement sur des simulations informatiques réalisées par des supercalculateurs conçus par Atos. Au-delà de la question clé de l'avenir des supercalculateurs, au sujet de laquelle l'annonce hier matin de l'octroi d'une action de préférence au profit de l'État semble apporter un début de réponse, nous nous demandons dans quelle mesure il n'existe pas une certaine porosité entre les services d'infogérance rassemblés dans l'entité Tech Foundations et les activités intéressant la défense nationale. Même si les négociations exclusives avec Daniel Kretinsky n'ont pas abouti, votre groupe conserve un programme de cession d'actifs important de l'ordre de 400 millions d'euros. En d'autres termes, quand bien même les activités les plus sensibles d'Atos seraient préservées, dès lors que certains contrats de Tech Foundation relatifs à des services d'infogérance ont été passés avec des services du ministère des Armées ou des entreprises sensibles de la BITD, de la base industrielle et technologique de défense, une cession de Tech Foundation à un acteur étranger pourrait être porteur d'un risque d'ingérence. Nous souhaiterions que vous nous précisiez, que vous nous éclairiez sur la réalité d'un tel risque. Nous souhaiterions également vous entendre sur la décision de l'État d'octroyer à Atos un prêt de 50 millions d'euros en échange d'une action de préférence dans Bull SA. Vous pourrez nous présenter les droits attachés à cette action et dans quelle mesure ce dispositif doit effectivement permettre de sécuriser certaines activités souveraines tout en précisant le périmètre des activités concernées. Nous souhaiterions également que vous nous précisiez si cette action de préférence prendra fin lorsqu'un accord de refinancement aura été conclu ou si celle-ci a vocation à perdurer par la suite. Enfin, Atos est devenu au cours des dernières années un acteur majeur dans le domaine de la quantique. La loi de programmation militaire que nous avons votée à l'été dernier a bien mis en avant l'importance que prendra ce domaine dans les années à venir. Les projets de cession d'activités envisagés par Atos sont-ils de nature à mettre en danger cette filière qui peut désormais être considérée comme souveraine? Messieurs, vous l'aurez compris, votre audition, ça a été dit par Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, était attendue et nous souhaitons que vous apportiez des réponses précises à ces différentes questions ainsi qu'à celles qui ne manqueront pas d'être soulevées par les rapporteurs et par nos collègues des deux commissions présents dans cette salle cet après-midi. Je vous remercie et je crois que je vous laisse la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu d'intervenir, si c'est Monsieur le Directeur Général ou Monsieur le Président qui commence. En tout cas, c'est à votre main. Nous allons intervenir ensemble. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président et rapporteur de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes bien entendu prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Je comprends, Monsieur le Président, que votre première question est liée, ce qui est tout à fait naturel, aux questions de souveraineté et à l'accord d'émission d'une action que nous avons eue avec l'État. Donc cette action de préférence est accompagnée d'un certain nombre de droits. L'action de préférence donne des droits de gouvernance à l'État sur une filiale du groupe, Bull SA, qui regroupe une grande partie de nos activités dites sensibles liées à la souveraineté. Nous avons un accord avec l'État que des activités qui ne seraient pas à l'intérieur de Bull SA puissent être bougées à l'intérieur d'un cadre où l'action de préférence pourra jouer. Mais l'action de préférence, au-delà de ces droits de gouvernance, permet d'avoir un certain nombre d'autres accords avec l'État qui permettent de gérer un certain nombre de sujets opérationnels ou autres, et notamment la capacité pour l'État de pouvoir investir et acheter donc les activités dites sensibles si l'actionnariat d'Atos était amené à changer, et notamment en fonction de seuils ou des actionnaires qui ne seraient pas des actionnaires français ou des actionnaires qui seraient vus par l'État comme étant compatibles avec ces sujets de souveraineté nécessiteraient une telle évolution. Je voudrais simplement mentionner que les activités aujourd'hui sont déjà inscrites dans un cadre qui est un cadre très protecteur, puisqu'il y a donc des activités qui sont séparées avec des conditions pour l'ensemble des employés qui y participent, qui sont très importantes et sévères, de manière à assurer une totale confidentialité, une accréditation défense pour ces employés. Et ni Paul Saleh ni moi-même ne pouvons et ne devons
devons connaître ce qui s'y passe. Donc nous n'avons pas d'accréditation défense, puisque ce n'est pas nécessaire. Et ces activités demeurent aujourd'hui avec un certain nombre d'accords aussi avec l'État en termes de diffusion de cette information et de leur évolution. Donc cette action de préférence va nous permettre d'aller plus loin pour protéger ces activités au cas où la restructuration industrielle d'Atos amène un changement d'actionnariat, si jamais ça devait être le cas. Pour ce qui est de votre question sur l'évolution de ces actions de préférence, elles demeurent bien au-delà des accords de refinancement, c'est-à-dire bien au-delà du remboursement du prêt qu'a fait l'État de 50 millions d'euros. Ce prêt a été décidé, donc été négocié avec le CIRI, a été décidé de manière à être un complément aux lignes de financement qui ont été données par nos banques pour 300 millions d'euros et par nos investisseurs obligataires, lignes de financement court terme qui permettent d'assurer que Atos aura l'ensemble des coussins de liquidité nécessaires pour aller jusqu'à la négociation d'un accord de refinancement avec l'ensemble de nos créditeurs. Ce qui me permet de dire que nous sommes très confiants, soit Paul Saleh ou moi-même, et je laisserai Paul commenter, sur le fait que la société aujourd'hui, grâce à cet accord de refinancement, va pouvoir mettre en place un accord qui va lui permettre d'avoir une continuité de ses activités opérationnelles, continuité de ses activités opérationnelles qui est importante d'une part pour les salariés. Je crois qu'il est important de reconnaître le travail extraordinaire qui est fait par les salariés d'Atos, un peu moins de 100 000 employés aujourd'hui, dont 10 000 en France, beaucoup moins sur les activités dites sensibles, car elles représentent un tout petit pourcentage de nos activités, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de personnel, et je serai Paul communiquer là-dessus. Mais nos salariés dans l'ensemble du groupe, en France et à l'étranger, font un travail extraordinaire dans une situation qui est médiatiquement difficile. Nous avons une très grande fidélité de nos salariés, et Paul pourra commenter juste après. Et je crois qu'il est important pour nous de reconnaître leur contribution. Donc, nous sommes très confiants sur l'avenir du groupe, après ces accords de liquidité et le lancement de cette phase de restructuration. Nos salariés peuvent l'être, nos clients aussi, et vous pouvez l'être aussi sur non seulement le développement de nos activités dites sensibles, mais aussi un sujet qui est aujourd'hui plus médiatique, et Paul pourra commenter aussi là-dessus, qui sont les Jeux Olympiques. Atos délivrera et fera son travail de manière tout à fait normale sur l'ensemble des Jeux Olympiques. Ceci permettait de donner un cadre plus de gouvernance, et je laisse Paul compléter sur tout ce qui peut être des éléments plus opérationnels et des activités. Paul. Oui, merci Jean-Pierre. Je voudrais prendre un moment pour me présenter. Je suis Paul Saleh, je suis le directeur général d'Atos. Je suis un citoyen américain, donc je vais demander de m'excuser parce qu'il va y avoir certains moments où je vais devoir chercher certains mots en français. J'ai appris le français à travers mes parents qui, eux, ont fait leurs études en France, ma mère à la Sorbonne et mon père a fait ses études à l'Université de Paris et à l'Université de Lyon. Je voudrais relever ce que vous avez relevé, Madame la Présidente et Monsieur le Président, sur Atos elle-même. C'est en effet une compagnie qui est une entreprise qui est très reconnue dans le monde du numérique. Nous avons à peu près 10,7 milliards d'un chiffre d'affaires et nous sommes supportés par 95 000 collaborateurs. Et c'est ça la force d'Atos. Et c'est la force qui va continuer à faire Atos d'une compagnie très reconnue à part de tout le monde. Nous avons de ces 95 000, si vous me permettez, de ces 95 000 collaborateurs, 90% de ces collaborateurs ont des diplômes d'université. Il y a à peu près 20% en plus qui sont diplômés d'écoles supérieures. 80 000 de nos 95 000 collaborateurs sont des ingénieurs, donc très avancés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons plus que 2000 brevets, qui est une chose qui est très exceptionnelle pour Atos. Nous avons 400 000 certifications à travers tout notre groupe de collaborateurs qui nous permet en un sens d'avancer dans les chemins les plus modernes de la numérique. Et c'est cette force en un sens de nos cadres de collaborateurs qui fait qu'Atos est une compagnie exceptionnelle dans ce domaine-là.
Et je peux aussi vous rassurer que nous avons la plus grande retention de talents dans l'industrie. On est à 88% de retention, alors que l'industrie est à 84%. Et si je vois un tout petit peu ce qu'on appelle nos top talents, nous avons 92% de retention comparé à l'industrie. On les dépasse au moins de 2 ou 3 fois de retention. Encore une fois, ça démontre encore que nos collaborateurs, qui sont vraiment exceptionnels, servent nos clients d'une façon dédiée. Ils sont très loyaux pour la compagnie. C'est ça, là, encore une fois, je veux répéter la force d'Atos. Et ce qui nous permet en plus d'avoir des académies qu'on a à travers le monde pour avancer leur certification dans des domaines les plus recherchés. Notre problème, ce n'est pas un problème d'opération. Quoiqu'on a pas mal de choses à faire pour pouvoir rectifier certaines choses qui auraient dû être rectifiées dans le temps. Avec le bénéfice du recul, on a l'occasion de voir les choses un peu plus clairement. Mais on a pas mal de travail à faire pour que la compagnie puisse vraiment prendre part dans la croissance qui existe dans le domaine du numérique. Mais je dois vous dire, la raison pour laquelle on est en train de travailler, c'est tout juste pour gérer et pour trouver une solution à la dette que nous avons et au côté financier que nous avons. On passe... Alors, on va passer aux interventions de nos rapporteurs. Et si vous le voulez bien, on va commencer par les deux rapporteurs de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas et Fabien Gay. Je vous laisse la parole, Madame et Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup pour cette audition, votre présence, qui pour nous, évidemment, revêt un caractère un peu particulier, puisque ça fait plusieurs semaines que nous travaillons sur le groupe Atos. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir incarner le groupe Atos en face de nous. Je voudrais aussi vous remercier pour la qualité du document que vous nous avez renvoyé, qui est extrêmement précis et complet et sur lequel nous avons encore appris des choses. Alors nous avons bien pris acte de l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation qui devrait vous permettre d'ici la fin du mois de juillet de déterminer précisément le plan de financement du groupe Atos, vous en parliez, Monsieur le Directeur Général, auprès de ses principaux créanciers. Mais une telle procédure n'est valable que si Atos évite la cessation de paiement. C'est pourquoi il nous faut considérer avec beaucoup de sérieux votre annonce d'un besoin total de liquidité de 1,2 milliard, si mes informations sont bonnes, sur l'année à venir. Face à cette urgence, vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans l'attente de la conclusion d'un accord d'ici fin juillet, un financement intermédiaire de 400 ou de 300 millions, j'ai cru comprendre que c'était 400, j'ai entendu 300 tout à l'heure, enfin voilà, de 400 millions d'euros a été annoncé, complété d'un prêt de l'État de 50 millions d'euros qui est octroyé par le Fonds pour le développement économique et social. Pour bien comprendre et pour bien préciser les choses, ces 450 millions d'euros viennent-ils en déduction ou en addition du milliard de besoins de liquidité qui sont souvent évoqués. En tout état de cause, il s'agit bien sûr d'une solution qui est temporaire, qui est transitoire, qui constitue un coussin de liquidité supplémentaire, mais qui ne permet pas à Atos d'avoir l'assise nécessaire pour développer un projet stratégique et industriel de long terme. Encore une fois, nous constatons avec regret d'ailleurs que l'État pompier s'est substitué à l'État stratège, pas tout à fait assez rapidement, parce que la souveraineté de la France, qui passe par certaines des activités d'Atos, ne se résume pas simplement à la fabrication de supercalculateurs, aussi primordiale soit cette activité. Atos est présent partout, Atos est présent tout le temps, indispensable par exemple au pilotage et aux commandes de nos centrales nucléaires, indispensable à de nombreux services publics français, indispensable à la bonne marche de nos transports publics, on attendra beaucoup de la RATP pendant les JO, indispensable à la gestion de nos données de santé, de retraite, ou encore à la sécurisation informatique des fameux Jeux olympiques et paralympiques, et même, nous dit-on, au calcul des performances des athlètes. C'est dire si vous êtes partout.
Avec cette dette financière évaluée presque à 5 milliards d'euros et un objectif de réduction de cette dette de 2,4 milliards d'euros d'ici fin 2026, comment comptez-vous concrètement réduire l'endettement du groupe? Quelle entité portera la charge de l'endettement? Est-ce Eviden? Est-ce Tech Foundation? Est-ce que ce sont les deux? Dans quelle proportion? Et qui détiendra cette dette? L'annonce récente du cadre de financement d'Atos n'exclut en aucun cas de futures cessions d'actifs, y compris dans l'éventualité d'un accord conclu avec les principaux créanciers de l'entreprise. Au cours des très nombreuses auditions que nous avons menées ces derniers mois, il y a une chose qui m'a marquée, c'est l'hypothèse d'un maintien entier du groupe n'est que très rarement abordée, souhaitée, en tout cas considérée. Et en premier lieu d'ailleurs par les services de l'État. Aujourd'hui, le maintien en entier du groupe Atos est-elle une solution que vous considérez? Est-elle celle qui a votre préférence? Sinon, qu'envisagez-vous de faire? Vous nous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Directeur Général, il y a beaucoup de choses à faire, donc nous sommes curieux. Il semble que des logiques financières de court terme aient pris le pas sur des logiques industrielles de long terme, déjà avec une scission du groupe en 2 entités qui a été fortement contestée, parfois, et une délimitation de ces activités, suggérée probablement avec l'aide de cabinets, dont la pertinence demeure encore à démontrer. Ensuite, parce que ce qui a été annoncé ces derniers jours, c'est un cadre de refinancement, c'est un plan d'affaires, mais ce n'est pas un plan stratégique et encore moins une vision industrielle de long terme. Aujourd'hui, quelle est cette stratégie industrielle que vous voulez déployer pour le groupe Atos à court terme et dans les prochaines années? Voilà les questions principales que je souhaitais vous poser. On va laisser le rapporteur Fabien Gay également s'exprimer et ensuite vous pourrez répondre, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Directeur Général, je vous remercie également d'être présent cet après-midi avec nous, du questionnaire que vous avez rempli et qui, je le dis après ma collègue Sophie Primas, est extrêmement complet et qui, je crois, nous servira dans l'étude de notre rapport final. Les annonces des 2 derniers jours se veulent rassurantes, ce qui est normal puisque vous êtes aujourd'hui arrivé, enfin pas aujourd'hui, mais il y a très peu de temps, avec la volonté de sauver l'entreprise, ce que évidemment est une bonne chose, mais je ne vous cache pas que notre inquiétude et nos préoccupations quant à l'avenir du groupe Atos, en particulier après avoir approfondi le sujet ces 2 derniers mois dans de très nombreuses auditions. Le maintien de ce groupe en entier, qui est un fleuron informatique français dont l'importance pour la souveraineté de notre pays n'est plus à démontrer, semble extrêmement complexe, pardonnez-moi de l'expression peut-être mal embarquée, ce que nous regrettons. Surtout, à titre personnel, ce que je ne souhaite pas, c'est une vente à la découpe à la barre du tribunal de commerce qui serait organisée sous l'égide de la conciliatrice nommée dans le cadre de la procédure de conciliation amiable et que des entreprises qui n'ont pas voulu racheter au premier tour viennent, tels des rapaces, au 2e ou au 3e tour, venir acheter et dépecer Atos en 1000 morceaux. Le groupe Atos, et en particulier sa branche dite d'infogérance, Tech Foundation, fait déjà l'objet de restructurations importantes, en particulier en Allemagne, où plusieurs milliers d'emplois ont déjà été supprimés. Il est prévu que ces restructurations se poursuivent, surtout que le chiffre d'affaires et la croissance de cette branche continuent de diminuer, même si, d'ailleurs c'est une question, elle reste a priori rentable. Il a été question que cette branche soit reprise par la société EPEI de Daniel Kretinsky, mais les négociations exclusives avec Atos se sont terminées le 28 février dernier. Je reste persuadé que cette société n'exclut pas de se positionner de nouveau au 2e ou au 3e tour des négociations et à la barre. Surtout que ça pose question, puisque Daniel Kretinsky, tout le monde le connaît aujourd'hui sur la place de Paris, même au niveau européen, et que c'est le champion de ce qu'on appelle le redimensionnement et la réorganisation, pour parler plus clair, c'est-à-dire des suppressions d'emplois.
De votre point de vue, la cession de la branche Tech Fondation est-elle toujours d'actualité? Quelles sont les garanties économiques et sociales de préservation de l'emploi et de l'outil industriel qui seront imposées à son futur repreneur? Je me permets d'insister sur ce point, car cette question est souvent oubliée, notamment dans de nombreuses auditions que nous avons effectuées. Et j'ai pu le constater, même si nous avons pu en discuter, par exemple, avec les salariés et l'intersyndicale dont je veux témoigner ici toute ma solidarité. Je ne peux donc regarder qu'avec inquiétude l'avenir des 10 000 salariés du groupe présents en France et des différents sites de recherche et de production, en particulier celui évoqué par Madame la Présidente de l'usine d'Angers de fabrication des supercalculateurs qui permet à la France d'assurer son rang dans la compétition mondiale pour la puissance de calcul aux côtés des États-Unis et de la Chine. Je dis ça parce que votre entreprise, et ça a été dit à beaucoup de reprises, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, sa force majeure, ce sont les salariés. C'est-à-dire que sans les salariés, cette entreprise perd en réalité de son pouvoir d'attractivité. Donc il est important que nous sachions si, évidemment, ces salariés vont pouvoir prolonger leur activité. Il en est de même pour les autres cessions d'actifs envisagées. Au regard de la fin des négociations exclusives avec Airbus, que l'État n'a pas suffisamment soutenu dans sa démarche, la cession de tout ou une partie des activités de la branche BDS est-elle également d'actualité? Par un ou plusieurs repreneurs industriels français réunis, pourquoi pas en consortium, et des garanties économiques et sociales seront-elles également fixées? Pour finir, disons-le clairement, le cadre de refinancement annoncé nous semble un peu fragile. D'abord parce qu'il ne détaille pas la façon dont l'entreprise va réduire son endettement de moitié d'ici fin 2026. Ensuite, parce qu'il repose sur la bonne coopération des créanciers qui devraient renoncer à une partie significative de leurs créances et des actionnaires qui devraient soit apporter de nouveaux fonds, soit accepter une forte dilution du capital. Enfin, parce qu'il n'est pas exclu en aucun cas des cessions d'actifs qui fragiliseraient sans doute encore un peu plus l'avenir de ce grand groupe français. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, cher Fabien. Merci à tous les deux. Et Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, nous vous laissons la parole pour répondre aux questions de nos rapporteurs. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il y a beaucoup de questions, donc nous allons avoir un travail d'équipe. Paul va répondre plus en détail sur tous les sujets plus opérationnels. Je voudrais juste faire une introduction très rapide avant de laisser la parole à Paul. C'est, comme vous le savez, la mission du conseil d'administration est de préserver l'intérêt social du groupe. L'intérêt social, ce sont les employés, les clients, les créditeurs, les actionnaires, dans cet ordre-là. Et donc, c'est bien ainsi que nous souhaitons mener les travaux qui vont nous amener à recevoir des propositions d'apporteurs de capital, donc que ce soit des créanciers, des actionnaires et toute autre personne ou entité qui pourrait être intéressée par le groupe. Et nous allons dépouiller ces différentes propositions pour essayer de trouver un accord qui va correspondre le mieux à quelle est la vision de soutenabilité des activités d'Atos que nous avons. Nous avons annoncé un cadre, et Paul pourra commenter sur ce cadre tout à l'heure. Il est important pour nous que ce qui viendra de la part de ces apporteurs d'argent frais nous permette d'être tout à fait sereins sur ceci. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui décider de ce que sera le résultat, puisque nous dépendons en fait des plans qui vont nous être proposés. C'est le cadre de cette procédure volontaire de conciliation. Notre vision industrielle, c'est de continuer le groupe, et Paul va commenter là-dessus dans son ensemble, mais nous verrons ensuite ce que ces apporteurs de capital vont pouvoir nous proposer et ce sur quoi les différentes classes d'actifs, c'est-à-dire les créditeurs d'un côté, les actionnaires de l'autre, vont voter. La décision in fine sera un vote de l'ensemble de ces classes d'actifs. Le conseil d'administration à ce stade ou le management est là que pour faciliter un processus qui sera validé ensuite par les parties prenantes qui sont les créditeurs et ensuite les actionnaires. Donc cette petite mise
place étant faite, je laisse Paul commenter sur les éléments de détail, mais je voudrais juste clarifier quelque chose pour Madame la rapporteure. J'ai mentionné 400 millions d'apports de liquidités court terme, dont 300 des banques et 100 des obligataires. Tout à l'heure, vous aviez mentionné petite interrogation. Bien entendu, nous avons les 50 millions de l'État qui viennent ensemble, donc pour 450 millions de contributions sur le court terme pour nous permettre d'avoir les coussins de liquidité qui nous laissent dans une situation, et je souhaiterais le répéter parce que c'est important, nous sommes très confiants pour l'avenir de la société, très confiants pouvoir mener ce processus à l'intérieur du cadre de la conciliation pour trouver un accord avec des apporteurs de capital et de liquidité, et très confiants sur la pérennité des emplois et sur notre capacité de servir nos clients. Paul, je te laisse commenter. Oui, merci encore et merci pour vos questions, Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur. Je vais essayer de clarifier quelques points qui ont été faits et puis faire un commentaire si je me permets. D'abord, pour le montant qui devrait être relevé, vous avez mentionné 1,2 milliard. Et de ce montant, 600 millions sont nécessaires en cash, de liquidité pour supporter la compagnie. Et ce n'est pas seulement pour les 12 mois, c'est pour les 24 mois, disons pour 2024 et 2025. Après ça, la compagnie commence à générer du cash. Donc, c'est 600 millions de cash. Le reste, ces 600 millions, c'est une forme de flexibilité financière qui serait nécessaire pour la compagnie. C'est 300 millions qui viendraient dans une forme de credit lines, des lignes de crédit, et l'autre 300 millions, c'est pour pouvoir avoir des garanties bancaires qui permettraient parfois dans des contrats de demande de garantie qui pourraient être soutenus par la compagnie. Donc, c'est en principe, quand on voit les choses, c'est 1,2, vous avez raison, mais elles sont un peu réparties un petit peu différemment. Je voudrais aussi vous dire que l'endettement lui-même, vous avez posé la question où est-ce qu'il serait tenu. Il serait tenu comme il est aujourd'hui, tout juste par la compagnie Atos SE, qui est la compagnie mère, et toutes les opérations sont des opérations indépendantes de par tous les pays, et ce sont dans des structures Dis le mot en anglais. legal entities. Des structures juridiques. Des structures juridiques, et donc Atos SE retient les titres de toutes de chacune de ces entités. Maintenant, vous avez aussi demandé quelle est notre stratégie. En un sens, je voudrais clarifier certains points. Ce qu'on a prononcé il y a quelques jours sur le marché au système immobilier, on a passé beaucoup de temps d'abord à dire que nous avons proposé tous les paramètres dont vous venez de faire part, du point de vue de combien de dettes devraient être réduites, combien de nouveaux fonds devraient être remontés. On a pris tout ça dans le cadre de maintenir tous les atouts, tous les actifs de la compagnie. On n'a pas dit qu'on allait séparer quoi que ce soit. Tout ce qu'on a dit, c'est que dans l'environnement où on garde tout, parce qu'on veut garder tout pour le moment, tous les actifs sont retenus et on a besoin de ce genre de paramètres pour pouvoir soutenir la compagnie. Nous avons aussi passé à peu près on a mis sur notre site, on a passé du temps avec tous nos investisseurs à clarifier la stratégie de la compagnie. Donc, je vous enverrai, si c'est nécessaire, tous les slides tous les commentaires qui ont été faits pour clarifier en un sens la vision de la compagnie, la stratégie de la compagnie et la vision industrielle de la compagnie. D'un côté, nous avons des actifs qui sont dans le côté qu'on appelle Tech Foundation, dont on parlait il y a quelques moments, M. Gay. Ce sont des actifs d'infogérance, et nous gérons aussi l'environnement informatique des utilisateurs, et nous gérons aussi des applications et les serveurs de nos clients. Et dans ce domaine, nous allons accompagner nos clients, on va continuer à les accompagner quand ils font leur transformation pour aller dans un cloud qui est hybrid. Du côté de Eviden, notre stratégie qu'on a très détaillée avec tous les atouts de chacune des compagnies, et la stratégie très détaillée de ce qu'on va faire dans chacun des sous-lignes d'activité que nous avons.
vous verrez qu'on a bien précisé ce qu'on allait faire et en partie, je devrais la résumer, c'était de continuer à évoluer dans les besoins de nos clients dans certains secteurs très avancés ou de valeur ajoutée qui sont très, très recherchés par nos clients, surtout dans des endroits comme le supercalculateur, comme vous avez mentionné, où leur demande en un sens, surtout avec des demandes dans le génératif AI. Qui changent. Intelligence artificielle, excusez-moi. Okay. Donc, notre stratégie et notre vision est très, très claire. Et pour le moment, malgré le fait que nous avons dépensé assez de temps et pour séparer les deux entités de Tech Foundation et de Eviden, c'était nécessaire parce que ces deux activités servaient des clients différents. Ça veut dire les gens qui achetaient ce genre d'activité de chez nous, c'était différent, même s'ils faisaient partie de la même compagnie. Parfois, c'est le Chief Information Officer, et d'un autre côté, ça devait être quelqu'un dans l'entreprise qui prend des décisions de management. D'autre part, ils ont des caractéristiques différentes et des investissements différents et des investisseurs qui seraient intéressés. Mais malgré le fait qu'on a travaillé sur ça, maintenant, ces deux entités sont gérées intérieurement dans la compagnie, séparément, et on fait une collaboration pour s'assurer qu'on présente toutes notre capabilities pour nos clients de façon à ce que pour eux, ils viennent chez Atos pour pouvoir avoir une solution complète. Pour revenir aussi pour la question que vous avez posée, M. Gay, à propos des conditions qu'on va donner pour l'infogérance, tout ça, ça a été déjà communiqué avec tous les membres des cadres sociaux de la compagnie, parce que ça faisait partie de la séparation originelle qui devait être la séparation et la vente à l'époque pour EPI. Et comme elle ne s'est pas faite, on continue à honorer les conditions qu'on avait négociées avec tous les cadres sociaux. Donc rien de nouveau doit être fait ou rien n'a changé sur ce plan-là. Et pour en revenir à ce que Monsieur le Président a déjà commenté, nous ne sommes pas maintenant en mesure de vous dire exactement comment cette dette va être réduite. Donc, on attend toutes les propositions qui vont être faites ou de nos actionnaires ou de nouveaux investisseurs ou de nos créanciers qui vont voir tous les paramètres qu'on leur a donnés et dans les quelques semaines qui viennent, ils vont nous proposer pas mal de solutions et à ce moment-là, on sera en meilleure mesure d'évaluer toutes ces données dans le cadre que M. le Président a bien défini, que de préserver les intérêts sociaux de la société, en particulier nos salariés et nos clients. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. On y reviendra peut-être. En tout cas, Cédric, je laisse la parole pour tes rapports. Merci. J'aurais deux compléments. C'est que je crois que vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posées, notamment sur la porosité, entre autres, entre Tech Foundation et les sujets de défense. Ça me semble important qu'on puisse y revenir. Est-ce que, Monsieur le Président, vous pourriez repréciser également le dispositif de l'action de préférence? Est-ce que vous avez bien dit que les activités sensibles qui ne sont pas actuellement logées dans Bull pourront y être rapatriées en cas de mise en œuvre de l'action de préférence? Ça, c'est un sujet que je souhaitais que vous puissiez éventuellement aborder. Puis je vais donner la parole aux rapporteurs, mais l'un après l'autre, pour que chacun puisse avoir les réponses à ces questions très précises, parce que je pense que c'est important. Merci. Donc je commence peut-être par Thierry, et puis ensuite Jérôme, mais on va commencer par Thierry. Ensuite, nous aurons les réponses. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je vais venir en écho des préoccupations du Président Perrin et prolonger un certain nombre de ces questions. Lors des auditions que nous avons menées, nous avons pu constater le caractère stratégique de certaines activités d'Atos et manifestement des inquiétudes légitimes ont par conséquent pu s'exprimer sur les projets de rachat de ces activités ou encore sur le risque d'une montée au capital d'acteurs étrangers. Le président de OnePoint, David Layani, désormais actionnaire de référence d'Atos avec 11,4% du capital, a récemment présenté un plan pour le groupe
avec l'ambition de faire d'Atos l'Airbus du cyber et du digital, je cite. Or, en novembre dernier, OnePoint, qui est, je le rappelle, une société française, a réalisé une opération de refinancement auprès du fonds américain Carlyle pour un montant de 500 millions d'euros. À ce stade, cette opération n'a pas changé la structure de l'actionnariat de OnePoint, qui demeure détenu par M. Layani et ses salariés. Néanmoins, les ambitions de OnePoint vont conduire la société à lever des fonds ou chercher des partenaires, le cas échéant auprès d'acteurs étrangers, et l'annonce du soutien de Butler Industries au projet porté par M. Layani en est un exemple. Un verrouillage vous semble-t-il possible pour garantir que des acteurs étrangers ne puissent pas intervenir dans les activités les plus sensibles d'Atos? Des mesures similaires ont-elles été prises par le passé? Je souhaiterais également que vous puissiez nous éclairer sur les conditions de mise en œuvre des droits attachés à l'action de préférence dont bénéficiera l'État en contrepartie du prêt de 50 millions d'euros. Il est prévu que l'État puisse acquérir des activités souveraines en cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d'un multiple de 10% du capital ou des droits de vote. Ce dispositif peut-il déjà s'appliquer dans la mesure où OnePoint dispose de 11,4% du capital d'Atos? S'appliquera-t-il si la structure du capital de OnePoint venait à évoluer? Plus généralement, le conseil d'administration et la direction générale ont-ils été informés des détails du plan de M. Layani pour Atos? Et dans cette hypothèse, pourriez-vous nous indiquer comment celui-ci a été accueilli par les instances dirigeantes du groupe? Enfin, dans le cadre des différents scénarios étudiés par Atos, pour réduire son niveau d'endettement, une transformation des créances en actions qui se traduirait par une montée au capital de banques étrangères est-elle envisageable? Si oui, pourriez-vous nous indiquer si, au regard de la structure actuelle des créanciers d'Atos, cette situation pourrait conduire ces acteurs à jouer un rôle dans la gouvernance du groupe? Je vous remercie. Merci Thierry. Je vous laisse la parole, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, dans l'ordre que vous souhaiterez. Je vais juste revenir une seconde sur les accords qui sont passés avec l'État suite donc, au principe d'émission d'une action de préférence sur Bull SA. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, Bull SA comprend aujourd'hui une grande partie des activités dites sensibles. Il y a quelques activités qui pourraient être en dehors du périmètre de Bull SA et nous ferons en sorte que, dans le cadre de l'accord avec l'État, l'ensemble des activités sensibles puissent être sous le même chapeau pour que ce soit les droits de l'État qui sont conférés, d'une part par l'action de préférence et d'autre part par les accords spécifiques que nous avons avec l'État. Aujourd'hui, nous avons déjà un cadre très sécuritaire avec du personnel qui travaille dans ces activités, qui est sous une habilitation spécifique, donc avec aucune porosité. Le reste des activités, je crois, Monsieur le Président, que vous avez parlé de porosité, il n'y a pas de porosité. Nous n'avons pas besoin de connaître à notre niveau, au niveau de la direction et les autres activités, par exemple de Tech Foundation, le personnel qui n'est pas inclus dans ces activités n'a pas besoin de connaître ce qui se passe dans les activités sensibles. Donc il n'y a aucune porosité et ceci va rester. Et le cadre qui est mis en place grâce à l'action de préférence et des droits qui y sont liés, droits de gouvernance pour l'action de préférence et un certain nombre de droits de contrôle, et notamment qui pourraient aller jusqu'à un rachat par l'État de ces activités, pourront être exercés. Donc je suis extrêmement confiant et je peux vous donner une garantie totale du fait que, quel que soit l'actionnariat de notre société, après des restructurations qui pourraient se passer, aujourd'hui, on ne peut pas s'engager sur un schéma ou sur un autre. On peut avoir des actions en fonds propres de la part de tiers. On peut avoir une conversion de la dette qui pourrait se passer. On ne sait pas exactement lequel va se passer. Mais quel que soit l'actionnariat final, eh bien, l'État pourra agir et éventuellement utiliser sa capacité à pouvoir actionner donc son droit de racheter ses activités. J'ai lu avec attention le communiqué qui a été émis par le ministère des Finances qui parlait d'une première étape.
il se peut qu'il y ait d'autres étapes, et je suis sûr que vous allez poser la question, donc je l'anticipe. Et sur ces différentes étapes, on peut voir que dans des activités, des sociétés qui ont ce même besoin de protéger l'activité sensible, l'État a pu intervenir comme actionnaire minoritaire au niveau de la société cible. On peut parler d'Airbus, on peut parler de Thales, on peut parler de Safran. Je ne pense pas qu'il soit dans l'idée de l'État aujourd'hui d'intervenir au niveau de Atos SE, mais nous avons une activité dite BDS, Big Data and Security, qui était la cible des négociations avec Airbus. Est-ce que l'État pourrait avoir un intérêt à investir en actionnaire minoritaire dans BDS ? Bien entendu, il faut que ce soit fait dans des conditions de valorisation qui soient cohérentes avec l'équilibre de notre dette. Quand on vend des activités où on laisse une participation, il ne faut pas que ça dégrade nos situations financières. On parle aujourd'hui de valorisation, comme pour Airbus, qui sont aux alentours de 1,8 milliard d'euros. Mais est-ce que l'État pourrait prendre une participation minoritaire, ce qui lui donnerait une présence encore plus importante avec des administrateurs qui pourraient avoir un pouvoir décisionnaire à l'intérieur de BDS, tout en maintenant les droits qui sont liés à l'action de préférence. Donc je pense que ce qui est fait aujourd'hui doit rassurer tout le monde, et vous les premiers, sur le fait que quelle que soit l'évolution du groupe, il n'y a pas, et je dis quelque chose qui est un peu fort, mais le problème de souveraineté aujourd'hui est complètement sous contrôle et complètement réglé. Donc je ne vois pas de risque, même avec une évolution différente, pour que ces activités dites sensibles soient à risque. Il n'y a ni porosité, et il pourrait y avoir une évolution où l'État pourra prendre le contrôle directement de ces activités sensibles, avec éventuellement d'autres partenaires. Mais soyez rassurés sur cela. Je pense que l'intervention de l'État et ce prêt de 50 millions d'euros et l'action de préférence a été tout à fait décisive. Et nous avons dit aux Syrie, qui menait la négociation, que Paul et moi-même, Paul au niveau opérationnel et moi-même au titre du Conseil, nous nous portons fort de faire en sorte que tout se passe correctement pour protéger la souveraineté de l'État. Et vous avez notre engagement là-dessus. Ce sera fait et nous le ferons. Paul, je te laisse commenter sur le reste. Non, mais tu veux commenter sur One Point. Alors, Je peux dire sur One Point. One Point donc, a eu dans la presse, d'ailleurs, elle a été mentionnée en un sens... Monsieur Layani et son groupe, d'abord, on travaille très proche avec lui. On est très content qu'il soit intéressé à proposer une solution pour la compagnie Total. Donc, c'est un de nos investisseurs Cornerstone. Je ne sais pas comment on dit ça en français, la même chose. Important, on va dire important. Okay. Important. All right. Oui. All right. Donc, sa proposition va être donc remise en considération avec toutes les autres propositions qui devraient venir vers nous vers le 26 avril. C'était le temps qu'on a donné à tout le monde de nous présenter les solutions, et on va l'évaluer encore une fois dans le cadre des paramètres qu'on a partagés avec le marché, et aussi avec les conditions qu'on a déjà partagées aussi, qui c'est de préserver en un sens non seulement, comme on l'a dit, l'intérêt social de la compagnie, mais aussi l'intérêt de protéger les actifs souverains pour l'État français. Ça vous convient ? Jérôme Darras. Tu me permets, j'incite les collègues qui souhaitent prendre la parole à s'inscrire auprès de Marc. Si la présidente de la commission Affaires Éco est d'accord, on centralise tout et puis après on alternera. Ok, très bien. Donc vous inscrivez auprès de Marc, s'il vous plaît. Merci, en levant la main. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, comme l'a souligné le Président Perrin, certaines activités d'Atos participent pleinement de notre souveraineté. En premier lieu, la dissuasion, dont le programme de simulation numérique repose sur les supercalculateurs développés par Atos. L'activité HPC est très spécifique. Elle nécessite des investissements importants et réguliers pour se maintenir à niveau, alors que les commandes, au regard des coûts d'achat, sont par nature espacées, avec en moyenne une acquisition par l'État tous les 4 ou 5 ans. L'histoire du programme nucléaire français nous rappelle toute l'importance de disposer d'une filière nationale de supercalculateurs. Je rappelle qu'à ses débuts, notre programme de simulation reposait sur des calculateurs haute performance américains. Or, les États-Unis n'ont pas toujours fait preuve de diligence dans la livraison des matériels. On peut citer l'épisode de 1967,
avec le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, qui s'est traduit par la vente de technologies moins performantes, ou celui de 1981 avec l'alternance politique en France, qui a vu des retards dans la livraison de certains matériels américains. À l'époque, notre dépendance à l'égard des États-Unis, bien que problématique, ne remettait pas fondamentalement en cause la dissuasion nucléaire. Mais depuis la fin des essais et la nécessité de leur simulation, de telles contraintes ne sont plus compatibles avec l'impératif d'optimisation constante de notre dissuasion. C'est ce qui a conduit l'État à mettre en place une stratégie nationale de calcul à haute performance reposant sur un co-développement avec Atos. Nous sommes aujourd'hui face à l'absolue nécessité de garantir la pérennité de cette filière souveraine de supercalculateurs en dépit des difficultés rencontrées par votre groupe. Pouvez-vous nous confirmer que la situation financière d'Atos lui a bien permis de maintenir un flux suffisant d'investissement dans l'activité HPC pour en assurer la viabilité et en garantir la compétitivité? Plus généralement, dans l'hypothèse où BDS ne serait pas cédé, scénario envisageable depuis la fin des discussions avec Airbus, comment Atos entend-il s'assurer de la pérennité de cette filière souveraine? Enfin, au-delà de l'action de préférence dont va bénéficier l'État dans Bulle en contrepartie de l'octroi d'un prêt de 50 millions d'euros que nous avons évoqué, quel rôle l'État vous semble-t-il devoir jouer en la matière? En audition, il nous a été indiqué que le niveau de financement public dont bénéficie Atos à ce titre était très faible et, par exemple, significativement inférieur au soutien apporté par le gouvernement américain à Hewlett-Packard. Merci. Je vous laisse répondre, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Oui, merci pour votre question, Monsieur le rapporteur. Je voudrais préciser quelques petites choses. D'abord, oui, vous avez tout à fait raison sur le supercalculateur, et la division de HPC demande beaucoup d'investissement et on l'a fait depuis plusieurs années et on n'a pas arrêté de les faire. D'ailleurs, nous sommes maintenant en très bonne position de par le monde dans ce domaine-là et nous avons des brevets qui sont vraiment incroyables, surtout avec les avancements qui se font dans la technologie des comment on dit, chips. Puces. OK, all right, merci. Donc, aussi, il faut vous dire que dans le temps, vous aviez tout à fait raison qu'il y avait un écart dans tous les ordres qui se sont faits pour des supercalculateurs. Aujourd'hui, nous avons une des plus grandes pipelines de demandes pour ce genre de machines. Pour la simple raison, en plus, c'est que l'intelligence artificielle générative est en train de demander des calculs très, très avancés. Et à ce point-là, la plupart des machines qui existent par le monde ne peuvent pas tenir ce genre de support. Et deuxièmement, nous avons encore une fois des brevets, surtout pour refroidir la demande de tous ces grands calculateurs. Et nous sommes la seule compagnie au monde qui puisse le faire d'une façon d'énergie incroyable. Donc, il nous donne une avance, un différentiel très, très, très poussé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette division et tout l'investissement nécessaire est reflété dans les paramètres que nous avons partagés sur le marché. Ça fait partie des 600 millions d'investissements, donc de nouveaux fonds dont on a besoin entre 24 et 25. Et après ça, le retour du cash, de la génération de cash serait très importante à partir de 26 et 27. Donc, la compagnie aura à ce moment-là bien plus dans la position d'être en très bonne position. J'espère que j'ai pu répondre sur votre... Donc, je n'ai aucun souci sur notre habilité de continuer à investir, comme on l'a fait dans le temps dans ce domaine. Et d'ailleurs, je crois que c'est un des fleurons vraiment européens, non seulement français, mais en plus européens, parce que nous avons aussi des centres de recherche à travers l'Europe pour soutenir cet actif. Alors, les deux rapporteurs de la Commission des affaires économiques veulent de nouveau vous poser une question. Donc, à la fois Sophie Primas et Fabien Gay vont de nouveau intervenir.
Pardon, et pardon pour mes collègues, et merci beaucoup. Quelques questions. Je reviens sur l'histoire de la dette. J'ai bien compris que la dette était détenue par Atos SE tout en haut, etc. Néanmoins, il y a quelques mois, on parlait de couper l'entreprise en deux. D'un côté Tech Foundation, d'un côté Eviden. Et nous, on a eu du mal à savoir si, en fait, M. Kretinsky, qui n'est plus à l'ordre du jour, mais qui devait quand même être à l'ordre du jour dans les négociations il y a encore quelques semaines, partait avec la dette, un bout de la dette, où toute la dette était supportée par Eviden. On n'a pas réussi à bien comprendre ça. Donc c'est pour ça que je me permettais de vous dire où est la dette, qui porte la dette dans l'ensemble des entreprises et des sociétés parce qu'on imagine, je comprends dans ce que vous dites qu'aujourd'hui on est plutôt sur une solution de maintien de l'entreprise globale, ce dont on se réjouit tous les quatre, je ne crois pas. Voilà. Mais si jamais la solution, c'était de recouper et de vendre en morceaux, qui emporte la dette et comment? Parce que je n'ai pas compris que 5 milliards, ça soit possiblement réaliste, même pour Eviden. La deuxième chose, vous nous avez parlé, monsieur le directeur général, de votre vision de la soutenabilité. Je reprends vos termes. C'est quoi votre vision de la soutenabilité de l'entreprise? J'ai regardé rapidement ce que vous aviez déclaré sur le site, mais je pense que ce serait bien pour notre assemblée que vous nous disiez. Et puis troisièmement, je reviens sur la question de Fabien, Fabien, sur la restructuration de Tech Foundation. On comprend que la restructuration de Tech Foundation, pour plein de raisons passées, concerne beaucoup l'Allemagne et probablement la France. Où est-ce que vous en êtes dans ce plan de restructuration et de redesign de Tech Foundation? Est-ce que vous êtes à moitié du chemin? Est-ce que c'est plutôt en Allemagne, plutôt en France? Est-ce que ça, voilà, où est-ce qu'on en est dans cette restructuration? Je vous laisse répondre. Si vous me Madame permettez, Prima. juste pour compléter, parce Oui. que je suis désolé d'être insistant, mais c'est sur ma question de porosité, je crois qu'on ne s'est pas tout à fait compris. Ça revient exactement à ce que dit Sophie Prima à l'instant, c'est-à-dire que c'est sur la ventilation de la dette. Si toutefois les activités d'infogérance devaient être en difficulté, est-ce que vous considérez que les activités défense qui sont donc prises en compte dans Eviden seraient aussi en difficulté? C'est intéressant qu'on puisse creuser un peu plus cette question, mais ça revient à ce que disait Sophie tout à l'heure, dans son deuxième point. Pardon. Je vais adresser à Madame la rapporteure votre question qui porte la dette et un tout petit peu essayer d'expliquer ce qui se passe. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est Atos SE, encore une fois, qui a toute la dette. Quand on allait séparer les deux entités et on était en train de travailler avec M. Kretinsky et son groupe pour vendre Tech Foundation. Tech Foundation n'allait pas avoir de dette pure. La dette allait rester avec Eviden. Mais en plus, il y avait tout un schéma de refinancement de cette dette. On avait travaillé avec les banques d'abord de pouvoir élonger leur dette dans le temps. Deuxièmement, il y avait un relevé de fonds nouveaux qui devait être 200 millions, à peu près 180 millions de M. Kretinsky, qui allait mettre des fonds à une valorisation à l'époque de 20 € par action. Et il y avait aussi un relevé du fonds du marché d'à peu près 700 millions. Donc il y avait 900 millions de nouveaux fonds qui devaient venir et qui nous auraient permis de réduire la dette qui devait rester dans la même entité juridique qui se rappellerait, au lieu d'Atos, se rappellerait Eviden. Donc c'est la même entité, mais elle serait renommée et la dette serait restée là-bas, mais elle serait diminuée parce que d'abord, on allait relever 900 millions et la Tech Foundation allait quitter. Maintenant, Tech Foundation reste, Eviden reste. Les deux compagnies sont tenues par Atos SI. La dette reste à Atos SI. On va travailler avec nos créanciers pour réduire cette dette. Je ne sais pas encore une fois quelle solution cette réduction va se faire. Est-ce que ça va se faire à des nouveaux fonds ou ça va se faire avec une equitization? Mais conversion de dette en action. Et donc, on verra ça, comment ça va se dérouler, mais au moins ça explique ça. Et du point de vue, là, votre seconde question, c'était sur la sustainabilité, je pense, de l'entreprise. Encore une fois, comme j'ai dans mes commentaires
les premiers commentaires, la compagnie a des atouts incroyables qui commencent encore une fois par nos collaborateurs, mais aussi par nos brevets, par nos expertises, par notre domaine d'expérience dans l'industrie elle-même et dans des industries particulières. Et donc, je trouve qu'on a tous les atouts nécessaires pour de continuer à évoluer et être très important dans ce domaine numérique. Les choses qu'on doit travailler, c'est deux choses. Une, c'est la dette. Deuxièmement, on doit continuer à faire le travail qui avait été commencé de transformer l'organisation, transformer du point de vue coût. Parce que quand je remarque notre compagnie comparée à nos compétiteurs, nos coûts sont bien plus élevés parce que nous avons bien plus de collaborateurs à travers l'Europe, et alors qu'à des coûts bien plus élevés que nos compétiteurs. Donc c'est sur ce plan-là qu'on doit faire bien plus d'investissements. Et pour revenir à votre troisième question où est-ce qu'on en est dans ce programme de restructure, de transformation, on est à peu près à mi-chemin, un tout petit peu plus que mi-chemin. On avait annoncé, la compagnie avait annoncé, excusez-moi, un programme avant que nous arrivions, M. Messier et moi-même. Ils avaient déjà annoncé un programme de restructure qui est en train d'être exécuté. Donc la moitié, plus que la moitié, peut-être 55% et quelques, de ce programme a déjà été fait. Monsieur le Président, vous voulez rajouter quelque chose Non, je pense que c'est parfait. On va passer à Fabien, et puis après suite, le Président Perrin prendra la suite. Moi, ça va être extrêmement court, merci. Bon, écoutez, moi, je vais être plus direct et franc que la première intervention liminaire. Excusez-moi. Non, mais parce que je comprends que vous... pardon. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je comprends que... il y ait des réponses où vous soyez extrêmement précis et puis d'autres où vous gardez le flou parce que les marchés nous regardent, parce que vous êtes aux mains du CIRI, parce qu'il y a une administratrice dont on ne sait pas où tout ça va finir et que donc vous ne pouvez pas apporter toutes les réponses. Mais moi je reviens sur la question que m'a repiqué Madame Prima et que je vais lui repiquer. Voilà, non mais on insiste. Mais moi, j'ai besoin de comprendre la vision, la soutenabilité, c'est-à-dire votre vision à vous stratégique qui revient un peu aussi à la question du président Perrin. Est-ce que vous croyez, pour parler clair, à garder un groupe uni parce qu'on a eu les deux versions. On nous a dit que les Tech Foundation et Eviden, en fait, c'était comme ça et que c'était très compliqué en réalité de séparer les activités parce que même si on avait des clients d'un côté comme de l'autre, il y avait des contrats qui les liaient. Et puis d'autres personnes, pour être là aussi assez franc, nous ont dit non, ça marche très bien, on a bien découpé. Il y a même eu une troisième version où on nous a expliqué qu'on pouvait découper, mais que ça avait été mal fait et qu'il faudrait redécouper, mais de façon différente. Donc il y a eu les trois versions. Donc vous, votre vision, est-ce que vous voulez garder un groupe uni ou pas? Et donc la deuxième, c'est sur la soutenabilité. Parce qu'une fois que vous avez choisi un des trois scénarios, donc si c'est le groupe uni, est-ce que vous pensez qu'avec 5 milliards de dettes, c'est faisable? Parce que bon, là, il y a 450 millions, je comprends, mais il y a des créanciers, il y a une dette obligataire de 2,6 milliards. Je crois que vous allez devoir sortir sur les 18 prochains mois plus de 2 milliards. Bon, voilà, ça fait. Donc, est-ce que c'est une cession d'actifs? Mais à qui? Puisque, par exemple, BDS... il y avait Airbus, mais a priori, de ce que l'on maîtrise, personne n'en veut. Enfin, aujourd'hui, pas d'acteur est sur la table. On parle de WorldGrid. Je crois que Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, qui est sur les EPR. On sait qu'EDF ou une filiale serait intéressée. Est-ce que vous croyez à garder le groupe? Et donc, voilà. Et donc, quel effort à faire? Ou vous vous dites, à un moment donné, la soutenabilité, je crois que c'est ça. Ça ne marchera pas et donc il y aura besoin d'en finir. Et dernière chose, parce que j'aime les choses claires, quand on dit 55% de la restructuration, nous, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Vous dites 55% de la restructuration de Tech Foundation est fait. Donc quand je parle clair pour les gens qui nous écoutent, des restructurations, c'est le terme assez technique pour dire licenciement. Donc combien de licenciements encore prévus? Les 45%, c'est combien de salariés? Combien en France? Vous voyez, c'est des questions qui m'intéressent, je le crois, la représentation nationale. Voilà, et là, j'en ai fini, Madame la Présidente.
Merci. Je laisserai Paul vous donner plus de détails sur le sujet de 55% de la restructuration. Je voudrais juste revenir sur le point que vous venez de mentionner. Nous disons, nous ne voulons pas de réponse claire sur l'avenir du groupe. Je vous ai dit tout à l'heure, non, mais je résume. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons proposé aux différents potentiels apporteurs de capital, que ce soit de l'argent ou un investissement en actions, c'est-à-dire un plan qui aujourd'hui se déroule avec un groupe uni. Cela dit, ceci n'est plus dans nos mains. Ces apporteurs d'argent vont venir avec des plans. Le conseil d'administration et le management, sous l'égide du conciliateur, va essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir un plan qui soit acceptable par les différentes classes de parties prenantes qui vont voter sur ce plan. Et ces classes de parties prenantes sont les créditeurs d'une part et les actionnaires d'autre part. Donc ce n'est pas au conseil qui va décider, ce seront les classes les parties prenantes qui vont pouvoir voter. Donc c'est pour là nous avons proposé quelque chose et ensuite on va voir comment les différentes parties qui viendront vont vouloir s'organiser et quelle va être leur proposition. Nous avons proposé un groupe uni. Ensuite, on ne sait pas quelles seront les propositions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner plus de clarté, parce que c'est quelque chose sur lequel nous communiquerons, bien entendu, et ce sera communiqué aux employés et au marché. Et bien entendu, vous en aurez aussi l'information. Pour revenir ensuite au point que vous mentionnez, c'est quel est le niveau de dette qui est nécessaire en termes de soutenabilité. Le plan que nous avons proposé propose un effacement de la dette de 50%. La méthode pour effacer la dette n'est pas définie. Comme le directeur général l'a mentionné, nous pouvons avoir éventuellement un actionnaire qui vient avec un très gros montant d'argent qui permettra de rembourser la dette, ou nous pouvons avoir un accord qui sera proposé par des différents actionnaires qui proposeront éventuellement d'apporter du capital pour rembourser la dette en partie, ou éventuellement d'effacer la dette avec une conversion de dette en action. C'est pour ça qu'on ne veut pas préjuger non plus de la solution. Ce n'est pas par mauvaise volonté qu'on ne veut pas vous donner le résultat, c'est qu'on ne sait pas quelles seront les solutions proposées. Et donc c'est pour ça qu'on est très prudent pour dire la manière dont ça va pouvoir se faire, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut que nous attendions, ces résultats. Ce que nous savons par contre, c'est que le plan qui a été proposé par le management et revu par le Conseil, est un plan qui nous permet d'envisager la soutenabilité du groupe. Il y a des prévisions de liquidité à venir, des prévisions de profitabilité du groupe, avec cet amortissement de la dette qui permettent au groupe d'atteindre, et c'était l'élément assez important mentionné par Paul, c'est-à-dire un rating qui va avoir la possibilité pour le groupe de relever de la dette sur le marché à un horizon relativement proche. Donc nous sommes tout à fait confiants et certains, deux choses, et je veux le répéter parce qu'on a eu trop de communication sur le groupe Atos de la part de différentes parties. Nous sommes très confiants sur l'avenir du groupe, que ce soit à court terme avec les liquidités qui nous ont été fournies par les banques, les obligataires et par l'État. Très confiants à moyen terme sur l'avenir du groupe. Il n'y a pas eu d'exemple en France de grands groupes comme Atos qui n'aient pas trouvé une solution quand ils étaient en procédure de conciliation. Il n'y a pas eu d'exemple. Donc nous sommes très très confiants sur le fait que nous allons avoir des apporteurs de capital, en fonds propres ou en dette, qui vont nous permettre d'assurer la soutenabilité du groupe. Et cette soutenabilité du groupe, nous pensons qu'elle doit se faire avec un effacement de 50% de la dette. Ces repreneurs pourront éventuellement venir avec d'autres plans, mais le Conseil sera très, très, très prudent pour recommander une solution qui permettra d'assurer cette soutenabilité-là. Je passe la parole à Paul sur les 55% restructuration de Tech Foundation. Oui, non, je voudrais aussi souligner une fois de plus ce que le Président a dit, c'est que le plan que nous avons partagé avec les créanciers et le marché, c'est un plan de tout le groupe ensemble, sans séparation d'actifs. Donc, ça doit être très, très clair, avec un plan très clair de toutes les projections financières de chacun de ces activités qu'on a partagées, qui est aussi avec un détaillé de la stratégie de chacun de ces actifs et des actions et des plans que nous devrons faire dans les prochaines années. Donc, ce n'est pas un plan qui a été partagé avec le marché, avec des options de séparer un actif ou un autre. Donc, c'était un plan complet.
on continue à gérer les compagnies indépendamment, l'une de l'autre. Ça veut dire elles ont été séparées dans pour des besoins très spécifiques, pour pouvoir aussi poursuivre les stratégies indépendantes qu'elles avaient. Avant, ils étaient tout, je ne sais pas comment on dit, commingled. C'était entrelacé, et ce n'était pas aussi clair que la plupart des gens disaient. Et on n'a pas besoin de refaire cette restructure. Je veux corriger un peu cette perception que quelqu'un vous aurait laissé, que cette séparation n'avait pas été très, très bien faite. La seule chose que peut-être quelqu'un a dû sans doute mentionner, c'est qu'il y a parfois certains domaines où les deux compagnies peuvent poursuivre des solutions communes. Pour en revenir pour le plan que la compagnie avait partagé avant que nous arrivions, ils avaient partagé avec le marché un plan de restructure des coûts, qui étaient très élevés, comme je l'ai dit, à travers le monde, pas seulement en Europe, qui était à peu près, je vais vérifier ça, on vous enverra les chiffres précis, mais je pense à peu près 7000 positions qui devaient être éliminées dans le temps. Et on a déjà éliminé certaines de ces positions ou les remplacées. Donc, comme je dis, à peu près bien plus que la moitié a été déjà exécutée. Certaines personnes ont quitté la compagnie volontairement, d'autres personnes ont été compensées pour pouvoir quitter. Comme vous l'avez dit aussi, c'était principalement beaucoup de personnes qui venaient de l'Allemagne, on avait de très hauts coûts, qui revenaient dans l'acquisition dès le départ de Siemens dans le temps. Je voudrais juste rajouter un point sur cette séparation des deux actifs. C'est si nous n'étions pas dans la société, ni au conseil, ni dans la direction générale à l'époque, mais si aujourd'hui il fallait regarder l'évolution du groupe et définir la manière de mieux gérer le groupe, nous ferions cette séparation en termes de gestion opérationnelle. Parce que les deux métiers, Tech Foundation d'un côté et le reste du groupe de l'autre, donc les activités dites digitales ou BDS, sont des métiers qui sont très très différents dans leur dynamique. Donc de manière opérationnelle, stratégique aussi d'une certaine manière, il est important de les séparer dans la gestion. Des activités qui sont en décroissance structurelle pour les activités de Tech Foundation ne se gèrent pas de la même manière que des activités qui sont en croissance. Donc il faut avoir deux méthodes de gestion et garder les activités séparées est quelque chose qui est important puisqu'il y a des dynamiques qui sont complètement différentes. Donc nous pensons que la décision de séparer les activités était une bonne décision en termes de gestion et de vision stratégique pour la gestion des activités. Et c'est pour ça qu'elles sont aujourd'hui, même à l'intérieur d'un groupe uni, elles sont maintenues séparées pour pouvoir les gérer au mieux. Voilà, c'est juste cette clarification-là. Donc on ne renie pas le passé sur cette décision-là. Bien, merci. J'ai d'autres questions des rapporteurs, mais il y a une question dans la salle. Donc d'abord de Jean-Luc Ruel et ensuite je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans la situation où se trouve Atos, vous m'entendez? Ouais. On n'a jamais vu en France, en tout cas, une impossibilité d'arriver à restructurer la situation financière. Donc je suis très confiant, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement. Là où je suis vraiment, je m'interroge, et je pense que beaucoup de personnes doivent s'interroger également, c'est sur, tout à l'heure, j'ai noté ce que vous aviez dit, vous aviez dit notre problème n'est pas opérationnel. Donc en fait, je comprends que vous soyez très préoccupé par la restructuration financière actuellement. Mais votre problème est quand même opérationnel, parce que vous avez votre modèle et votre redressement prévoit qu'en 2027, pour que vous puissiez, que ça soit soutenable, qu'en 2027, votre chiffre d'affaires soit de l'ordre de 11,5 milliards ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire peu ou prou le niveau que vous aviez ces dernières années, mais surtout avec une marge opérationnelle de 10,3%. Or, actuellement, on était en 2023 à 3,1%, et 2024, vous dites que vous êtes un peu déçu puisque la marge opérationnelle ne sera que de 4,3%. Donc de 4,3% à 10,3%, il y a un gap en 2 ans à faire qui est considérable. Donc c'est comment vous allez le faire quand on sait que la marge opérationnelle est quand même très dépendante
de vos coûts salariaux ou de vos coûts de sous-traitance, je veux dire, il y a un plan de restructuration qui est là, qui a été démarré. D'ailleurs, à cet égard, j'ai une question. C'est dans vos coûts ou dans votre marge opérationnelle de 2024, qui s'établit donc à 4,3%, est-ce que vous avez des effets de ce plan de restructuration? J'imagine. Hein, mais de combien? Donc, moi, ce qui m'inquiète véritablement, et puis, alors ça, c'est un premier point. Donc, 2024, on voit que ça va être assez décevant. Donc, ça veut dire qu'on va certainement avoir une perte qui sera un peu moins forte que celle des années précédentes. Hein. L'année dernière, pour mémoire, on avait 3,4 milliards en 2023, on avait 1 milliard en 2022, on avait 3 milliards en 2021. Donc 2024, ça va être du même ordre. Donc vous allez brûler du cash. Ce que vous êtes en train de mobiliser, vous allez le brûler. Hein. Et vous avez véritablement intérêt à assurer cette performance financière en 2027. Sinon, tout s'écroule, quoi. Et là, passer de 3,1 ou de 4,3 à 10,3 de marge opérationnelle, et c'est impératif, parce que dans le même temps, Capgemini a une marge opérationnelle de 13%, Accenture, c'est 16%, donc votre marge opérationnelle est totalement aberrante dans votre métier. Je peux, Merci, Jean-Luc. vous me permettez de vous répondre. Donc, quand je dis qu'on n'a pas de problème, ce n'est pas une question opérationnelle. Vous avez raison. Je vais préciser. Nous avons tous les atouts de pouvoir faire ce qu'on vous a présenté sur le marché. Il ne manque pas des actifs, par exemple, pour pouvoir être très... comment on dit successful? Plan de succès. Pour avoir tous nos plans de succès. Vous avez raison. La seule chose sur laquelle on doit travailler, c'est sur exécuter les plans opérationnels qui sont pas des plans qui n'ont jamais été faits par quiconque. Toutes les compagnies que vous avez citées ont fait ce genre de travail. C'est que nous, on était en retard d'avoir, en tant que compagnie, de les mettre en œuvre. Donc, on avait déjà commencé à le faire en 2023. La compagnie avait fait pas mal de ces actions. Ce n'est pas quelque chose de dramatique du point de vue que c'est nouveau et personne ne l'a fait. C'est des choses qu'on devrait exécuter à un taux très rapide. Et d'ailleurs, nos résultats financiers le reflètent. Quand vous voyez le montant d'investissements qui doivent se faire, il y a pas mal d'investissements qui sont faits dans une restructure, de continuer la transformation de nos effectifs de coûts. Ça, c'est la chose que je voulais mentionner. Et donc, quand je vois 2024, elle n'est pas aussi bien qu'on se l'attendait. La seule raison, c'est que nous avons mis en perspective le fait que nous sommes dans cette période maintenant des premiers 6 mois de l'année où nos clients sont bien plus réservés à nous donner des contrats à long terme parce qu'ils n'ont pas encore une visibilité claire de comment on va réduire notre dette ou comment on va avoir la liquidité nécessaire à long terme. Donc ça, on a reflété ça dans nos plans. Parce que nos plans originaux avaient une croissance de revenus qui était bien plus importante dans un coût qui devait diminuer. Donc, nous avons un coût fixe qu'on doit résoudre. Et encore une fois, on y va. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut inventer. C'est pour ça que je disais, je ne veux pas minimiser le fait qu'il y a pas mal de travail à faire, mais ce n'est pas un travail qui n'a new ground. Ça veut dire que personne n'a fait avant. Je me permettrai juste de rajouter quelque chose. C'est nous avons en tant que conseil pleinement confiance dans l'équipe de management pour pouvoir aller vers ces résultats et cette profitabilité. Ce qui est important, c'est de redonner la confiance. Tout d'abord, redonner la confiance à nos employés. Les employés, ils ont confiance au groupe. Paul a mentionné que le taux de démission des employés a été en janvier de cette année le plus bas depuis un certain nombre d'années. La société s'est conservée ses collaborateurs et notamment parce qu'elle offre à ses collaborateurs une formation et une capacité de pouvoir passer un certain nombre d'examens, si vous voulez, ou de validations, donc qui est bien meilleur que nos compétiteurs. Donc nous remercions nos employés et nous savons pouvoir compter sur eux, mais il faut aussi les rassurer et surtout tuer tout le bruit médiatique au cours d'Atos. Il y a eu un bruit médiatique tout à fait détestable, avec des gens qui commentaient de manière publique, de manière détestable sur l'avenir
de la société, sur ce qui pouvait s'y passer, sans aucun respect pour les employés, sans aucun respect pour les clients non plus. Je crois que nous avons retrouvé une certaine sérénité et j'espère que les annonces qui ont été faites mardi matin, comme vous l'avez mentionné, vont redonner confiance d'une part aux employés et d'autre part aux clients. Je suis très heureux que nous partagions la même vision qu'il y aura une solution. On n'a jamais vu un groupe comme Atos en phase de conciliation ne pas trouver une solution. Donc avant ces annonces, tout le monde pouvait se demander est-ce qu'il va y avoir une solution. Aujourd'hui, nous savons qu'il y aura une solution parce que ça a toujours été le cas. Et ça, j'espère que ça va donner confiance aux employés et aux clients, de manière à pouvoir continuer de reconstruire, de manière à pouvoir renouveler les contrats et pouvoir attirer les clients. Donc nous allons y travailler, le management va y travailler et notre rôle aujourd'hui, c'est d'avancer le plus vite possible pour trouver cette solution et faire en sorte qu'elle puisse être mise en place très très rapidement, ce qui aura comme bénéfice supplémentaire d'assurer totale confiance sur la soutenabilité aussi des activités dites sensibles qui sont importantes pour la souveraineté nationale. Merci, Monsieur le Président. Encore une question dans la salle de François Bonneau, et ensuite je reviendrai au rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Effectivement, dans votre discours, vous souhaitez apporter de la confiance et vous avez tout à fait raison dans un contexte qui est difficile. Mais enfin, quand on regarde le cours de l'action depuis 5 ans, il a baissé de 97%. Donc, enfin, il faut aussi que vous compreniez les inquiétudes des rapporteurs, des questions qui ont pu être posées dans le contexte. Et donc, est-ce que finalement le fait de gérer 2 activités aussi différentes n'est pas préjudiciable à l'ensemble du groupe et je dirais que malheureusement, les performances sembleraient l'indiquer. Et juste de rappeler ce qui a été dit par le président Perrin et à l'instant ci, c'est que ces activités de cybersécurité sont ultra sensibles. Donc, malgré un discours qui est le vôtre, nous aimerions avoir vraiment des assurances dans ce domaine, et non pas sur la gestion de votre groupe, mais sur la pérennité de ce qui est fondamental pour la souveraineté française. Vous donnez une réponse, Conseil, ensuite je laisserai Paul commenter. C'est comme on vous l'a dit, il y aura une solution pour le groupe. Ce n'est pas une question, c'est une réalité. Nous en sommes tout à fait convaincus. Il n'y a pas d'exemple en France où l'on n'ait pas trouvé de solution. Ce qui veut dire que s'il y a une solution pour le groupe, c'est-à-dire toutes les activités dites sensibles qui sont liées à la souveraineté, de sécurité informatique, les activités pour lesquelles on travaille pour le déploiement de la défense, pour les différentes activités liées à l'énergie, EDF et autres, ces activités-là, je veux dire, sont pérennes. Donc nous n'avons aucun doute là-dessus. Et en plus, nous avons dit que, quelle que soit la nature du repreneur, il y aurait capacité de les protéger si jamais la nature du repreneur n'était pas compatible avec une vue de souveraineté. Donc, et c'est là, je pense, aussi un point important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci à avoir. Et je vous ai dit que nous nous engageons, quelque chose de fort, hein, et le management et le conseil s'engagent à ce que les activités dites sensibles soient bien protégées, quelle que soit la solution qui pourrait être apportée par les repreneurs. Et l'État a pris aujourd'hui les mesures pour pouvoir s'en assurer en plus. Si jamais l'État pensait que nous ne tenions pas notre engagement, il a la capacité de faire en sorte que ce soit réalisé. Donc je pense que la démarche de l'État est une démarche qui est forte, qui est importante, qui est décisive d'une certaine manière, qui pourra peut-être s'accompagner d'autres choses, qui le renforcera encore plus. Et je ne suis pas là pour commenter sur ce que peut faire l'État, mais déjà aujourd'hui, je suis extrêmement ferme sur le fait que vous n'avez pas à vous soucier de l'avenir et de la pérennité des activités. Vous êtes dans votre fonction, bien entendu, pour nous faire réagir, mais nous nous engageons là-dessus. Donc c'est très très clair et c'est un engagement et du Conseil et du management. Pour en revenir sur les 2 d'activités que nous avons de Tech Foundation et de Eviden, vous avez tout à fait raison. Elles sont, encore une fois, elles servent des marchés différents, n'est-ce pas? Mais maintenant, elles sont dans notre cadre et dans nos plans pour l'avenir. Donc, c'est le plan que nous avons partagé. Nous avons des actions très claires qu'on a partagées avec le marché. Qu'est-ce qu'on va faire pour la croissance d'une des activités? Qu'est-ce qu'on va faire pour la croissance de l'autre? On a des plans très détaillés pour chacune des activités que nous avons dans
dans le cadre de Atos Total comme compagnie, et on va exécuter ces plans-là. Donc, ce n'est pas, un conflit entre les deux pour le moment, parce qu'ils sont séparés comme activité, mais on est en train maintenant de trouver, de collaborer quand on va devant le client, parce que parfois le client veut acheter certaines affaires. J'ai déjà vu pas mal de clients ces derniers mois qui d'habitude aussi, il y a certains clients qui veulent acheter comment on dit, des offerings, des solutions, disons, d'un parti, pas de plusieurs. Donc, ils aimeraient bien de voir la compagnie continuer à opérer les deux activités qui avaient été séparées. Donc, pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des plans très détaillés qui ont été partagés avec toutes les projections financières nécessaires. Et on va exécuter le plan qu'on a mis en place. Et les paramètres financiers nous permettent de pouvoir réaliser ce plan qu'on a déjà partagé avec le marché. Donc, quand on dit qu'on va réduire la dette, quand on dit qu'on a besoin de tant de fonds, de nouveaux cash, c'est fait pour pouvoir implémenter ce plan. Si vous me permettez. Oui, allez-y, Monsieur le Président. Excusez-moi, Madame la Présidente, je voudrais juste, sur la réduction de la dette, en fait, mettre les choses en perspective. Par construction, aujourd'hui, nous n'avons plus 5 milliards de dettes. Nous avons la moitié de cette dette, puisqu'elle va être effacée d'une manière ou d'une autre. Et si on regarde la valorisation de la dette sur le marché, ça représente bien ceci. C'est-à-dire, on peut croire ou ne pas croire à la vertu des marchés, mais la valorisation de la dette sur le marché nous donne une dette valorisée aux alentours de 30% de sa valeur faciale. Donc une valorisation de la dette qui est encore plus faible que là où nous pouvons aller, parce qu'il y a une incertitude et donc les investisseurs ne sont pas prêts à aller jusqu'au niveau où nous l'avons annoncé. Donc cette évolution de la dette, elle est déjà dans les faits sur le marché. Mais nous ne sommes pas là pour parler du marché, mais vous pouvez être tout à fait confiant que c'est l'effacement de la moitié de la dette et pour nous, et je pense pour les repreneurs, le seul moyen d'avoir cette soutenabilité-là. Donc on n'a pas de doute non plus sur le fait que cette dette, même si facialement aujourd'hui, contractuellement, elle est de 5 milliards, elle est dans la réalité à venir, sur le marché et sur ce qui sera négocié, elle est de beaucoup moins. Quitter parce que j'ai la conférence des présidents. Je voudrais bien évidemment, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, vous remercier et vous l'aurez compris au travers des questions et principalement du travail qu'ont mené nos rapporteurs, combien pour nous il est important. Alors vous nous avez rassurés, en tout cas vous avez beaucoup parlé de confiance et de nous dire que voilà, le groupe aujourd'hui était en capacité de faire face à un certain nombre d'enjeux auxquels on a fait référence. Moi, je vous en remercie et je laisse le président Perrin terminer cette audition et je sais que d'ores et déjà, la présidente Sophie Primas souhaite de nouveau poser une autre question et après, bien évidemment, voilà, donc on pourra continuer. En tout cas, moi, au nom de la Commission des affaires économiques, je voulais vous remercier de votre participation à cette audition qui était attendue et qui, je l'espère, sera de nature à nous donner confiance dans l'avenir pour Atos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Merci. Alors, je reviens donc au rapporteur et je vais faire dans un ordre de bienséance. Et donc, je donne la parole à Madame la rapporteure. Merci. Pardonnez-moi voilà, ces questions à répétition. J'ai bien écouté évidemment votre plan et aujourd'hui la nécessité de passer de 5 milliards à 2,5 milliards de dettes. C'est le cahier des charges finalement que vous avez donné sur lequel vous vous engagez pour la continuité de l'entreprise. Dans ces 2,5 milliards de baisse de dette, il peut aussi y avoir une solution qui consiste, parce qu'on parle beaucoup de l'empreinte d'Atos en France pour des raisons de souveraineté, de défense qu'on comprend tous, ou de nucléaire, etc. On peut regarder aussi à travers le monde, est-ce que la cession d'une partie de l'entreprise, par exemple aux États-Unis, on a beaucoup questionné l'acquisition de Syntel, par exemple, pour être cash, à la fois sur son niveau d'achat, à la fois sur son intégration dans le groupe, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui aussi a été envisagé dans votre plan de prédiction? Deuxième question, on nous a beaucoup parlé, on sera obligé de l'aborder dans notre rapport, de gouvernance post-2020,
avec une gouvernance qui a beaucoup évolué. D'abord un poste de directeur, de PDG qui a été scindé en président et en directeur général. Vous en êtes l'expression aujourd'hui. Peut-être savoir quelle est votre vision sur ce poste. Et moi, je n'ai pas de jugement de valeur sur les personnes qui se sont succédées. La question, c'est la succession des directeurs généraux au sein d'Atos. Pour éviter ça, comment on fait? Parce qu'on voit bien que derrière la succession des dirigeants, il y a des successions de stratégie, voilà, qui sont probablement perturbants pour l'entreprise. Et puis voilà. D'autres questions, mais c'est pas grave. Je vais peut-être donner une réponse rapide et ensuite Paul pourra détailler un peu plus sur le bien fondé de différentes sessions. Nous avons bien entendu étudié avec le Conseil, sous proposition du management, différents formats qui nous permettent de garantir la soutenabilité du groupe, et la solution proposée garantit l'intégrité du groupe aujourd'hui, dans ce qui est proposé aux différents apporteurs de capital. Il y a un certain nombre de personnes qui ont proposé des idées, et nos amis de l'UDAC, je dis nos amis parce que nous les voyons très souvent, nous sommes aujourd'hui en tant que conseil très ouvert à rencontrer les actionnaires. Donc nous avons rencontré les représentants de l'UDAC, M. Le Sen, la semaine dernière. On voyait un petit communiqué de presse aujourd'hui en disant la solution pourrait passer par la vente des États-Unis. Donc je suppose que vous faites référence à cela. Nous ne pensons que ce n'est pas le cas, mais tout simplement parce que si la vente d'un actif peut en effet rapporter des liquidités au groupe, nous vendons du résultat net. Et en fait, la soutenabilité de la dette va dépendre du résultat net résiduel dans la société. Et si cet actif est vendu à un prix en dessous duquel bien ce qu'on perd en résultat ne sert pas et ne permet pas de compenser en fait ce qui a été gagné en dette, eh bien on se retrouve dans la même solution. Donc la vente des États-Unis ou d'un actif à un prix trop bas, et le prix évoqué par l'UDAC était ce qu'il était, nous pensons que, mais on ne va pas rentrer dans ces discussions-là, c'est la vente d'un actif facialement réduit la dette, mais ne réduit pas le besoin en fait, de réduction de la dette in fine sur les activités résiduelles. Il se trouve que les États-Unis ont une marge de profitabilité relativement importante, donc ce qui reste derrière va avoir besoin d'encore moins de dette. Donc ça ne change pas le schéma. Mais bon, chacun peut proposer des solutions, mais soyez rassurés que nous avons tout étudié. Voilà, on n'a pas laissé de cailloux non retournés. Donc c'est très très clair. Paul, est-ce que tu veux commenter là-dessus? C'est bon. Alors, donc je vais juste revenir sur les points de gouvernance. Oui, la société a passé des années difficiles. Dans ces années difficiles, il y a nécessairement des points de gouvernance où des personnes partent, on a une évolution du Conseil, et tout cela contribue à créer donc une certaine anxiété, et une certaine de la part des employés d'abord. Et comme je vous dis tout à l'heure, le plus important, c'est aujourd'hui de faire en sorte que les employés continuent d'être motivés, et ils ont notre engagement que nous faisons tout pour faire en sorte que nous garantissions la soutenabilité des activités. Pour les employés, c'est très important, et pour nos clients aussi. Donc, il y a eu des évolutions de gouvernance, on ne reviendra pas là-dessus. Ce qui est très important de voir aujourd'hui, c'est que nous sommes proches d'une solution, c'est-à-dire qu'on connaîtra au mois de juillet. Donc, cette phase un petit peu compliquée prend fin. Et ça, c'est important. Et les personnes et les entités qui apporteront du capital définiront ce qu'elles doivent faire, et on pourra avancer avec une vue qui sera claire et partagée avec tout le monde sur là où la société doit aller. Donc je pense que cette phase de volatilité et d'incertitude va prendre fin. Et ensuite, on va pouvoir avoir un message clair aux employés, aux clients et aux actionnaires, aux créditeurs sur comment la société va évoluer. Merci. La parole est à Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vous remercie une nouvelle fois de vos réponses, et sachez, je pense que tous les quatre, qu'on a envie que vous réussissiez, que l'entreprise... Non, mais je le dis parce que on est dans un dialogue, dans une audition, on essaie de trouver des réponses, mais on a envie que ça réussisse, quoi. Donc, je le dis, et donc on vous souhaite... Alors, nous aussi. Voilà. Donc on a... Voilà, on a un objectif on va commun. réussir.
Vraiment, sincèrement, on l'espère. Moi, juste 2 questions. Vous avez tout à l'heure parlé d'investissement possible dans l'offshore. Ça a été aussi une des questions. La question de la gouvernance, du retard de restructuration et de l'offshore. Je ne reviens pas sur les responsabilités des uns et des autres. C'est pas ça qui nous a animés. Nous, la question, c'est comment on s'en sort. Donc, est-ce que vous nous... Et en plus, c'est pas moi qui vais défendre l'offshore. Vous comprendrez bien. C'est-à-dire la délocalisation en Inde. Mais c'est ce que vos concurrents, entre guillemets, ont fait beaucoup et que, pour des raisons diverses et variées, vous avez tardé à faire. Donc, est-ce que vous confirmez ça? Et puis la deuxième chose, c'est autour, évidemment, de l'actionnariat. On a aujourd'hui un actionnaire de référence, mais qui reste faible, en tout cas, dans la part. On voit qu'il y a, en tout cas, on nous a dit pas assez peut-être d'industriels ou de vision industrielle dans le conseil d'administration avant votre arrivée. Est-ce que vous verriez ou pas d'un bon œil que l'État ou un de ses bras armés comme la BPI puisse rentrer au capital? Je ne dis pas pour nationaliser de façon temporaire, je ne vais pas faire peur à mes collègues, mais à hauteur de 10-15%, est-ce que vous pensez que ça permettrait de rassurer, notamment dans un plan de restructuration de la dette? Et en tout cas, voilà, je vous remercie à nouveau de vos réponses. Et je complète, si vous permettez, si c'était le cas, quelles seraient les modalités les plus pertinentes et surtout dans quel... est-ce que ce serait dans BDS, dans Eviden ou dans Atos SE? Enfin, voilà, quelle serait pour vous la solution la meilleure? Et j'ai une dernière question qui va peut-être te déranger, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des contacts avec l'Élysée aujourd'hui sur ce point-là? Est-ce que vous avez des contacts avec l'État? Je rappelle qu'on est dans une commission d'information et que est-ce que les contacts existent aujourd'hui, notamment avec le secrétaire général de l'Élysée? Alors je laisse Paul répondre sur le côté offshore et ensuite je prendrai le sujet actionnariat. OK. Non, c'est une très bonne question. Vous avez tout à fait raison, M. Gay, que nos compétiteurs sont bien mieux positionnés dans des endroits bien moins coûteux, disons. Et ce n'est pas nécessairement offshore, ça peut être base-shore, parce que parfois il y a des centres. La différence, c'est que la plupart du temps, quand les gens pensent surtout dans le secteur le numérique, de dire offshore, ils pensent à l'Inde, par exemple, immédiatement, ou au sud des États-Unis, au Mexique, ou quelque chose comme ça. Alors que quand on parle, nous, de best shore, ça peut être parfois dans des pays comme, par exemple, la Pologne, ou que ça peut être dans des pays européens, où on a des talents qui coûtent moins, disons, cher. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses qu'on devrait faire tous ensemble, c'est, même dans notre compagnie, c'est le mouvement prochain, c'est d'utiliser bien plus d'automation sur nous-mêmes, pas seulement les besoins de nos clients, et nous avons des ingénieurs très avancés dans l'informatique, Artificial Intelligence et Gen AI. Donc, on est en train maintenant de leur demander de passer un peu plus de temps sur nous pour pouvoir éviter de pouvoir être bien plus productif et un peu plus efficient qu'on a été dans le temps. Donc, ça, c'est un travail à faire. Mais vous avez raison, c'est une chose sur laquelle on doit travailler. Pour revenir sur le sujet actionnariat. Tout d'abord, il y a un actionnaire, M. Layani, avec OnePoint, qui a été une très bonne nouvelle pour le groupe, puisqu'il a pris 11,4% du groupe à un moment où le groupe était très décrié, très attaqué de manière publique, donc il était très courageux, et il va présenter un plan. Donc nous sommes très, 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 très contents d'avoir quelqu'un qui soit là, qui vienne, qui ait confiance dans le groupe et qui présente un plan. Alors, M. Layani, on lui dit, on est très content, mais nous, on veut essayer d'avoir le plus possible de repreneurs qui viennent, et bien entendu, on va l'écouter, on va analyser son plan. J'espère qu'il y aura d'autres plans qui pourront être proposés. C'est notre devoir et responsabilité, faire en sorte qu'on attire le plus de capitaux possible pour assurer le succès de cette phase. Alors, est-ce que l'État peut intervenir? Nous sommes une société privée, cotée en bourse, donc vous avez parlé de nationalisation. Je ne veux pas rentrer dans des... Non.
Non, vous avez mentionné le nom nationalisation. C'est, je pense que pour l'évacuer. Donc, nous avons évacué le mot nationalisation. Non, mais c'est, je pense que je pense que, et c'est à l'État de décider ce qu'il veut faire. Moi, je trouve que le prêt qui a été décidé par le CIRI aujourd'hui, avec l'accord bien entendu du ministre, est déjà un signal très très fort. Ce signal-là, il est très très fort, et l'action de préférence, quelque chose de très fort. Je dis que nous nous engageons, et on l'a dit aux représentants du CIRI, à assurer la protection des activités sensibles. Donc, bien entendu, vous allez dire que tout cela est un raccourci de dire le sujet des activités sensibles est traité. On vous dit qu'on le fait, c'est une de nos priorités. Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes français. Paul est un citoyen d'adoption de la France, avec un français parfait. Petit accent, mais un français parfait. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, s'assurer que ces activités-là soient bien protégées nous permet de faire venir le plus d'intérêt possible pour assurer le succès de cette phase de refinancement. Si on ne pouvait pas donner une garantie à de futurs apporteurs de fonds qu'ils puissent être bienvenus, ils ne viendront pas. Et ça, c'est contre l'intérêt du groupe. Donc c'est pour ça qu'il était très important pour nous. C'est très bien compris par l'État, d'où ce prêt et cette action de préférence et tous les accords qui ont été passés, capacité pour l'État de racheter les actifs si par hasard l'actionnariat ne convenait pas à l'État. Donc ça, c'est fait. Donc ça, je pense que de manière très rapide, je dis ceci est fait. Est-ce que l'État pourra décider autre chose? Comme on l'a dit tout à l'heure, première phase, est-ce qu'il y en aura une seconde? On ne peut pas le dire. Je pense que ce serait potentiellement pas optimal pour l'État de se positionner au-dessus, donc au niveau d'Atos SE, mais dans des entités plus bas, c'est-à-dire par exemple BDS, pour prendre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que c'est une participation minoritaire, comme l'État le fait alors dans d'autres groupes, et avec des droits qui pourraient être des droits très similaires à ce qu'il y a aujourd'hui, peut-être augmentés, puisqu'il pourrait y avoir des administrateurs qui pourraient voter dans ce cadre-là. Donc nous sommes très ouverts à tout type de solution. On verra ce que l'État veut faire, mais je pense que déjà, ce qui est fait garantit la souveraineté du groupe. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas répondu à ma dernière question. Ah, oui, absolument. Donc, je vais y répondre. Nous travaillons aujourd'hui avec le CIRI et je dois dire que le CIRI a fait un travail tout à fait extraordinaire et son responsable, Pierre-Olivier Chotard, a été quelqu'un d'absolument clé dans la réussite des négociations que nous avons eues très tard dans la nuit de dimanche et pour avoir un accord qu'on a présenté ensuite aux obligataires et puis ensuite au marché. Donc le CIRI a un rôle clé et c'est avec les équipes du CIRI que nous travaillons. Nous nous sommes bien sûr présentés au chef de cabinet du ministre des Finances. Le ministre nous a reçus et nous sommes présentés à lui. Et nous sommes présentés aussi au secrétaire général de l'Élysée. Mais notre contact, aujourd'hui, c'est Pierre-Olivier Chotard. Et c'est lui, c'est la vocation du CIRI, puisqu'il est interministériel. C'est avec lui que nous travaillons. Je voulais faire une... J'allais poser la même question sur l'État, donc je ne la pose pas. Mais je voulais faire une remarque. Nous avons buté dans toutes nos auditions sur deux visions de l'avenir d'Atos. Une que je qualifierais de financière, disant la seule solution, c'est de découper Atos. Il n'y a pas de chemin en dehors de cela. Et une industrielle qui nous disait ce groupe est formidable. Et sa force, c'est justement ce spectre très large, c'est le fait de pouvoir satisfaire tous les besoins de ses clients. Ce soir, il semble qu'il y ait un chemin soutenable qui préserve à la fois les intérêts financiers et qui soit un vrai projet industriel. Bon, je vous souhaite de réussir sur ce chemin et nous vous le souhaitons. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je voudrais juste commenter un tout petit peu sur le sujet. En étant ancien banquier, beaucoup me disent « mais tu ne penses qu'à la solution financière ». Non, les banquiers peuvent voir de temps en temps la lumière, n'est-ce pas? Et comme nous sommes après Pâques, on peut voir la lumière. Mais plus sérieusement, c'est... Comme l'a mentionné Paul Salé, nous sommes aujourd'hui sous une contrainte financière extrêmement importante qu'il faut qu'on puisse résoudre. Donc, ce n'est pas la première priorité. Nous avons beaucoup de priorités, mais il faut absolument résoudre cette contrainte financière qui est une contrainte nécessaire.
mais elle n'est pas suffisante. Et c'est la vision industrielle et le projet industriel qui sera apporté par les repreneurs qui va être le plus important. Mais il faut qu'on puisse réussir ce schéma financier. Étant originaire d'Auvergne, quelqu'un nous avait dit, lorsqu'on a terminé les négociations, nous avons passé l'Everest. Et je leur ai dit non, on a passé le Puy-de-Dôme. L'Everest est encore à venir, dans le sens où le Puy-de-Dôme se fait à vélo, même pour des personnes peu expérimentées comme moi. L'Everest, c'est plus compliqué. Et donc, nous avons maintenant l'Everest de la négociation pour, d'une part, attirer ces apporteurs de capital et les mettre d'accord et ensuite faire voter par les différentes classes d'actifs la solution. Et ça a été compliqué d'arriver là parce que ça demande beaucoup de travail. On a été beaucoup aidé par le CIRI, par l'ensemble du management et nos conseils. Mais donc, cette nouvelle phase va être une phase assez intense. Nous sommes prêts et nous sommes sûrs que nous allons trouver une solution, mais il y a encore beaucoup de travail. Et dans une vision industrielle qui ne sera pas la nôtre in fine, qu'on a essayé de définir, et on fera tout pour assurer la soutenabilité du groupe. Et si je peux, je ne veux pas monopoliser la période, mais la parole, mais juste rajouter un dernier point, parce que je pense que c'est un point important, et on vous remercie de nous avoir donné aujourd'hui la possibilité de parler. Et Paul, si tu veux faire une petite conclusion après, ce sera merveilleux. Mais nous sommes très confiants sur l'avenir du groupe, sur notre capacité de trouver une solution. C'est important de le dire parce qu'on a trop taper sur le groupe, c'est le Atos, taper sur Atos, et quand on lit les lignes, bien entendu, les journalistes sont là pour faire des articles qui se lisent, donc toujours les titres sont attirants. Et ça serait bien aujourd'hui qu'on donne des titres qui sont Atos a une solution, Atos va se développer, des titres positifs. C'est important pour nos employés, c'est important pour nos clients, et nous sommes très confiants sur notre capacité d'arriver. Ça va être compliqué d'y arriver, mais on est très confiants pour y arriver. Paul, je te laisse éventuellement dire un petit mot. Enfin, je ne sais pas si c'est un mot de conclusion, mais non, il y aura encore une question. C'est bon pour toi? Je ferai une conclusion après, alors je vous en prie, monsieur le directeur. Oui, non, donc je vais prendre, d'abord, je vais vous remercier, monsieur le président, et aussi les rapporteurs de votre intérêt dans Atos. Évidemment, dans toutes les questions que vous posez sont des questions pour essayer d'arriver au fin fond. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'il va y avoir une solution? J'espère qu'on a pu vous rassurer du projet qu'on a et de l'intention, en essence, à ce moment-là, de garder les actifs et de faire le mieux pour pouvoir protéger les intérêts, préserver les intérêts non seulement sociaux de la société, mais aussi des actifs souverains. Je prends tout juste un moment, puisqu'on est dans un milieu public, de remercier les 95 000 collaborateurs dont j'ai mentionné, qui sont vraiment la force d'Atos. Sans eux, la compagnie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et je leur remercie pour leur dédication et surtout pour le travail qu'ils font incroyablement aujourd'hui pour nos clients. Chacun de nos clients ne font que répéter combien Atos a des collaborateurs qui sont vraiment bien mieux placés et qui les servent d'une façon incroyable. Je voulais les remercier pour le travail et on va trouver une solution bientôt comme ça. Ce nuage financier sera relevé et on pourra revenir vers le business habituel. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil d'administration. Je voudrais remercier les rapporteurs et vous dire, monsieur le directeur, monsieur le président, que compte tenu de la taille de votre entreprise, compte tenu évidemment des enjeux considérables qui sont sur la table aujourd'hui, c'est en responsabilité que nous avons, dès le mois d'août en tout cas, alerté, j'allais dire, l'opinion et puis également le gouvernement et que nous avons voulu faire de cette affaire un peu un symbole parce qu'on sentait bien que, tel que les choses étaient parties au mois d'août, on allait en catimini et dans quelques bureaux parisiens régler l'affaire Atos sans que finalement elle ne soit peut-être réglée dans le sens qu'on aurait souhaité. Et je pense que l'intervention des sénateurs, notamment au mois d'août, a été, je ne sais pas si elle a été salvatrice, mais en tout cas, elle a été faite en responsabilité. Et nous n'ignorons pas, évidemment, et ça a été rappelé par monsieur le président à plusieurs reprises, par vous aussi, monsieur le directeur, nous n'ignorons pas, et je pense que c'est un élément essentiel de notre réflexion, que derrière Atos, il y a 100 000 personnes.
Et je crois que c'est un élément important que nous avons pris en considération avec la présidente de la Commission des affaires économiques avant de décider de lancer cette mission d'information. Parce vous en avez entièrement raison, les papiers qui circulent encore parfois, peut-être moins maintenant, étaient des papiers souvent extrêmement négatifs sur Atos, et que derrière cette entreprise, il y a des humains et des gens qui travaillent et qui, au quotidien, j'imagine, scrutent avec beaucoup d'attention ce que la presse peut écrire sur leur entreprise et quel est l'avenir, en tout cas, qui était escompté pour cette entreprise. Donc, vraiment, nous le faisons en responsabilité et d'après, en tout cas, les compétences que nous donne la Constitution dans nos capacités, dans nos possibilités de contrôle. Et je voudrais remercier les rapporteurs parce qu'ils ont fait de nombreuses auditions, ça a été dit tout à l'heure, et ils le font en responsabilité et toujours dans la mesure, sans avoir de propos qui soient particulièrement, j'allais dire, déplacés. Et je crois que ça, c'est important. Et c'est aussi une des marques de fabrique du Sénat. Et je voulais les remercier. Vous remercier pour vos propos, qui sont des propos certes rassurants, mais que nous, évidemment, examinons avec beaucoup de vigilance, puisque nous resterons très attentifs, évidemment, à la suite des annonces qui seront faites dans les jours qui viennent pour Atos, entreprise à laquelle, évidemment, nous souhaitons le meilleur. Merci pour votre présence ici, pour le temps que vous nous avez consacré, et puis donc, j'allais dire, nous examinerons maintenant la suite avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci encore. Les affaires, attendez.